À la suite du débat à ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei et faisant face à Caroline Forest, beaucoup de remarques m'ont été faites après coup sur le fait effectivement qu'il avait été extrêmement difficile de comprendre certaines de mes positions, ou en tout cas certains de mes arguments, étant donné que j'étais systématiquement coupé par mon interlocuteur qui ne me laissait jamais terminer une phrase et dont en fait on s'aperçoit à l'écoute et lorsqu'on observe sa technique que c'est une stratégie de communication. Le but c'est de m'empêcher de m'exprimer, de clarifier mes positions. Alors quand elle est en face de moi, elle me coupe la parole, et quand je ne suis pas là, elle intervient à l'Université libre de Bruxelles, par exemple, pour dire qu'on ne devrait pas m'inviter, ou alors le lendemain même de cette émission, sur une radio nationale, en disant qu'il ne faut pas me lire et il ne faut pas m'écouter, mais plutôt lire son ouvrage. Donc, la stratégie de communication, elle est assez rodée, elle est simple, mais elle a été efficace pour un seul objectif, c'est-à-dire de brouiller les pistes, de faire en sorte que le propos ne soit pas clair. Ce sont les retours que j'ai pu avoir après l'émission, et donc j'aimerais profiter de l'occasion pour revenir sur un certain nombre de points et pour clarifier ma position, et en tout cas surtout clarifier d'où l'un et l'autre nous parlions et de comprendre quelles étaient nos positions respectives. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son ouvrage qui me concerne, mais finalement dans toute sa stratégie me concernant, c'est de faire passer le message. Vous avez affaire à un homme dangereux, vous avez affaire à un fondamentaliste, vous avez affaire à un frère musulman. Et finalement, toute la lecture des différents textes que j'ai pu produire, ou des différentes cassettes qu'elle a pu écouter, et des différents propos que j'ai pu tenir, vont être soit lus à la lumière de cette projection, soit le contenu va en être transformé, voire la substance totalement trahie, en voulant faire pousser le sens du propos vers l'interprétation. Alors on a des interprétations qui sont totalement libres, on a du mensonge, on a des citations tronquées, et en particulier ce qu'il y a sur cette approche, quelque chose qui va concerner les étapes. Alors ce que j'ai essayé de montrer, j'aurais voulu être plus explicite, mais je n'en avais pas l'occasion tellement j'étais effectivement coupé dans mon propos, mais par exemple de vouloir dire que vivant à Genève, j'étais lié à des mouvements islamistes à Lyon et que finalement j'étais dans la proximité. On en arrive à des petits détails qui, pour ajouter à la proximité, font que Lyon ne se retrouve plus qu'à 1 heure de Genève, Genève à 1 heure de Lyon, et donc que j'étais finalement déjà à Lyon en train de faire ce travail-là. Ajouter à cela des projections historiques, une sorte de déterminisme sur l'histoire, en disant que mon père m'a appelé Tariq, et Tariq c'était le conquérant de l'Europe, Tariq Ibn Ziyad, et donc finalement j'étais prédestiné à la conquête de l'Europe, et qu'il fallait que je trouve pour me marier une catholique à convertir, Isabelle la catholique, et donc j'allais trouver cette Isabelle et j'allais me marier avec elle, comme si je correspondais à une espèce de projection de mon père, un déterminisme familial, et donc ça se réalisait. Ça a fait rire dans beaucoup de chaumières quand le livre a été lu en anglais, même d'ailleurs Catherine Corollaire dans Libération avait relevé quand même que ce n'était pas sérieux d'en arriver là. Alors là, on est dans une projection totalement simpliste. On a par contre des choses qui vont être des projections sur mon propos. Quand par exemple, je dis effectivement qu'il est interdit d'imposer le foulard aux femmes et qu'une femme doit être libre de l'imposer, libre de le porter ou de ne pas le porter, eh bien la projection que va faire Caroline Forest, c'est dire oui, mais ce qu'aimerait Tariq Ramadan, effectivement, c'est que tout le monde le porte, alors que je dis clairement que ce doit être un choix, donc une projection libre sur le propos. On en a eu un exemple d'ailleurs dans l'émission avec le propos sur l'homosexualité qui a fait réagir le présentateur lui-même en disant mais je ne vois pas dans ce que vous dites le propos qui est problématique. Et elle lui dira en l'occurrence mais vous n'avez même pas compris ce que vous avez lu, comme si sa seule projection était la seule bonne interprétation du texte. Voilà des exemples que l'on a de projection, et sans compter qu'on va parfois jusqu'au mensonge, c'est-à-dire clairement de faire dire au texte que je ne dis pas, le contraire de ce que je dis. Je l'ai également prouvé dans le texte sur la citation qui était, ou ma préface du livre de Asman Lamrabet dans le texte, et elle va changer le texte, elle va amener le texte d'une femme qui est des frères musulmans, justement pour encore confirmer cette orientation du propos. Vous voyez, il est aujourd'hui en train de faire passer par la bande le discours des frères musulmans, et donc
elle ne dira pas que Sarkozy avait de ce point de vue-là menti sur le fond du propos. Donc, de la même façon, ce qu'on a pu entendre qui était totalement grotesque, c'est que mes livres ne seraient pas dans les bibliothèques musulmanes parce qu'elle est allée dans une bibliothèque islamiste et qu'elle ne l'avait pas trouvé. Ça voudrait dire que j'ai une stratégie d'un discours de livres qui se vendent dans les bibliothèques nationales et dans les bibliothèques ouvertes à tous, et puis d'autres séries de livres. En fait, les Français de confession musulmane sont français, ils achètent les livres partout. Et que serait cette stratégie de pouvoir mettre certains livres quelque part et pas les autres, alors qu'en plus, ces livres sont tout à fait vendus dans pratiquement toutes les librairies musulmanes de France. Et il se peut d'ailleurs parfois que mes livres ne soient dans certaines librairies islamistes, pas du tout parce qu'ils considèrent que les livres ne sont pas fidèles à certaines visions de l'islam. Donc des propos ici qui sont mensongers, des propos qui sont parfois dont il y a une projection sur le sens et dont nous avons pu voir cela pendant l'émission. Ayant dit cela maintenant, ce qui me paraissait aussi important, c'est que je voulais clarifier certaines positions, elle ne m'en a pas laissé la possibilité. C'était le cas par exemple sur la question iranienne, qui a été assez claire finalement en Hollande, méprise de position sur la politique iranienne depuis l'affaire de Salman Rushdie, avec la question du déni de l'Holocauste ou de l'extermination des Juifs, avec en plus de cela l'exécution ou les représailles après les élections. Tout ça je l'ai critiqué. Et ce qui s'est passé à Rotterdam, c'est deux choses. D'abord, dans un premier temps, le fait que la mairie de Rotterdam a pris clairement position contre les propos de Caroline Fourest en disant qu'ils étaient mensongers, et la deuxième des choses, sous la pression politique d'un parti qui avait gagné les dernières élections, qui était le parti de Geert Wilders, de trouver un prétexte pour m'éloigner de la scène politique. 50 professeurs d'université en Hollande ont soutenu ma position, plus de 1000 étudiants ont signé une pétition pour mettre en évidence qu'il y avait injustice. Donc on est là dans quelque chose qui est un total mensonge sur l'interprétation en disant « Ah, ils ont découvert le double discours ». Non, sur le double discours, la mairie a été claire, il n'y en avait pas, mais sur mon engagement, la pression politique a fait que cette décision a été prise et que je poursuis la mairie et l'université en justice pour cela. Ajouter à cela également les propos, mais totalement réducteurs et simplistes sur la personne de Hassan el-Banna, mon grand-père, et sur les frères musulmans, en associant ce mouvement, d'ailleurs la personne de mon grand-père à Mussolini, dans une de ses interventions sur Internet, et puis le mouvement à un mouvement fasciste, qui ne correspond à rien à ce qu'est l'histoire. Et de ce point de vue-là, de la même façon que j'ai pu dire que j'inscrivais mon grand-père dans l'histoire des hommes, et qu'il y avait des choses que je reconnaissais, et un mouvement qui était un mouvement de résistance au colonialisme, de promotion de l'éducation et de spiritualité, on peut ne pas être d'accord avec le mouvement et certaines de ces organisations et de ces engagements, mais on ne peut pas faire dire à l'histoire n'importe quoi et procéder par des raccourcis, d'autant plus que en 1946, en 1947, il critique l'évolution extrêmement dangereuse de l'Europe par les nationalismes et le fascisme lui-même dans des textes comme l'un qui s'appelle « Vers la lumière » et ce à quoi nous appelons les hommes. Donc ce sont des textes qui sont de ce point de vue-là extrêmement clarifiants et donc on ne peut pas réduire les choses de cette façon-là. Donc ce qu'on ne saura pas à la suite de la discussion, c'est qu'effectivement elle ne cesse de parler de musulmans laïcs, de musulmans démocrates, et on ne sait pas de qui il s'agit. Elle ne précisera jamais de quoi. On a l'impression, au bout du compte, son rejet, le rejet de Caroline Fourest de la religion est tel que finalement tout musulman pratiquant, même tout religieux, tout chrétien pratiquant est trop chrétien, trop musulman, trop pratiquant, et donc on a l'impression que ces musulmans modérés, ce sont des musulmans qui ne sont pas pratiquants ou des musulmans qui sont d'ex-musulmans. J'ai pris l'exemple pendant l'émission de Yanir Chiali, mais il y en a tellement d'autres qu'elle soutient, des personnes qui se présentent comme non musulmanes ou alors des musulmans non visibles. Alors, de ce point de vue-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la définition qu'elle donne, une espèce de rapport extrêmement sectaire et dogmatique avec le fait religieux, et qui est finalement un athéisme ou un rejet du religieux qui est plus sectaire, plus fondamentaliste parfois dans sa prise de position, on a pu le voir pendant l'émission, que ce qu'elle dit vouloir rejeter. Alors, j'aimerais conclure en disant, on pourrait avoir l'impression
à la suite de ce débat que c'était un conflit de personnes et qu'on peut se demander d'ailleurs pourquoi pendant les 7 dernières années, Caroline Forrest est aussi obsédée par mon travail, elle nie la personne, et puis d'un autre côté, elle est obsédée par le travail, il n'y a pas une ligne, pas un article que j'écris sans que j'ai des réactions après coup de Caroline Forrest. Pourquoi? Est-ce que c'est un conflit de personnes? Eh bien non, et je crois que c'est là qu'il est extrêmement important de comprendre que Caroline Forrest ne travaille pas seule, elle fait partie de ces anciens de gauche, de ceux qui se présentent comme des gens de gauche et qui ont viré sur un certain nombre de thèses, et en particulier sur la question de l'islam, très à droite et de façon sectaire. Alors on peut avoir des positions de gauche sur la question sociale, mais quand il s'agit de l'islam, quand il s'agit de l'islam visible, quand il s'agit de la parole musulmane, on est aujourd'hui en phase de mouvement, et on le sait, c'est des groupements qui sont partout et dans tous les pays avec exactement le même positionnement. C'est Paul Berman et Daniel Pipes aux États-Unis, c'est Douglas Murray d'ailleurs qui a reçu Caroline Forrest et qui l'a fait parler ici en Angleterre, et qui est connu de tous comme étant de ce point de vue-là extrêmement dur sur la question de l'islam visible, sur le multiculturalisme. Vous avez de la même façon en France Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann, qui sont des gens qui hier se disaient de gauche ou se disent encore de gauche, mais quand vous voyez les positions, elles sont toujours les mêmes. Et qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est la présence de citoyens de confession musulmane qui assument leur islam, qui sont pratiquants et qui n'ont aucun problème avec la société. Et au contraire, ils parlent de citoyenneté. Et ce que je fais depuis 25 ans, pousser les citoyens de confession musulmane à être des citoyens engagés, à prendre la parole, à participer au débat politique, à participer à tous les débats de la société. Ces musulmans-là, qui ont une conscience politique, qui ont une conscience sociale et qui participent au débat de société, sont dangereux pour des raisons qui sont effectivement des raisons d'émancipation politique, d'émancipation religieuse même, mais aussi parce qu'ils ont une parole politique internationale, aussi parce que de là où ils sont, ils feront entendre la voix des opprimés, et en particulier des Palestiniens. On se rendra compte que partout où ces groupements sont, c'est toujours la même chose. Ceux qui critiquent la politique d'Israël sont soupçonnés d'antisémitisme. Ceux qui disent de l'islam une présence épanouie sont dangereux parce qu'effectivement, ils auront par rapport à Israël la même attitude intellectuelle, la même attitude politique que tout être de conscience, tout être de principe qui dira aux pays majoritairement musulmans quand ils trahissent leur religion qu'ils ont tort, mais qui diront à l'État d'Israël que quand il opprime les Palestiniens, c'est inacceptable. Ce sont ceux-là qui sont dangereux, et ce n'est pas du tout un conflit de personnes. La question est beaucoup plus profonde que cela. C'est un débat d'idéologie. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer à faire le travail que je mène depuis 25 ans, de clarification, d'appel aux citoyens de confession musulmane à devenir des citoyens. Finalement, ce que je dis assez clairement dans le dernier livre, Mon intime conviction, et je le dis dans le dernier livre également, il y a des fronts, il y a des opposants, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cette parole-là, et la meilleure façon de le faire, c'est de leur couper la parole ou de faire en sorte qu'ils n'interviennent pas dans les forums, à la télévision ou à la radio. Et vous entendrez aujourd'hui Caroline Forrest dire partout, ne l'écoutez pas, écoutez-moi, écoutez mon interprétation, qui est dogmatique, qui est ouvert au débat démocratique, qui est ouvert au débat pluriel. C'est à vous de faire votre choix, mais sans naïveté et avec la conscience de personnes qui lisent ce que les personnes disent et non pas ce que certains commentent quand ils commentent idéologiquement. Merci de cette écoute et j'espère que ces quelques minutes auront permis de répondre à toutes ces personnes qui auraient voulu avoir des réponses plus claires, ou en tout cas de comprendre quelle était la position que je pouvais avoir à la suite d'un débat qui finalement a montré qui était dogmatique et qui était prêt au dialogue.